Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute du 101.7 FM, Radio ACB, la radio scolaire du collège Le Bernica. C'est l'heure de votre lien Info Bernica, votre rendez-vous d'actualité. Ce LIB est préparé et réalisé par MadMat et vous est présenté par Flo. Au menu de cette édition du jeudi 4 juin 2020, dans la continuité du lien d'hier, on vous propose une Black Edition. Mais avant ça, on parlera un peu des grandes vacances dans les Outre-mer. Allez, on envoie le jingle et le lien. En actualité à La Réunion et dans les Outre-mer, une expérimentation va être mise en place pour alléger la quatorzaine. Le secteur touristique est en effet fortement impacté par la crise sanitaire que nous traversons. Les bars et les restos ont réouvert le 2 juin dernier, mais les difficultés ne se sont pas évaporées pour autant. On se souvient des manifestations pour l'accueil du paquebot Aïda Blue et de ses passagers sur l'île début mars 2020. Mais 3 mois après, pour favoriser le tourisme, le gouvernement veut mettre en place une expérimentation afin d'alléger la quatorzaine en vigueur pour les nouveaux arrivants en Outre-mer, à cause bien sûr de la pandémie de Covid-19. Je souhaite que La Réunion fasse partie des territoires qui veulent expérimenter la nouvelle forme de quatorzaine à l'arrivée en Outre-mer, qui va se mettre en place d'ici quelques jours, a déclaré Annick Girardin, ministre des Outre-mer, interviewée par Antenne Réunion. La ministre des Outre-mer est revenue avec plus de détails sur la nouvelle forme de quatorzaine annoncée par Édouard Philippe jeudi 28 mai. Cette nouvelle forme de quatorzaine devrait être, dans un premier temps, expérimentée d'ici quelques jours, avant une application à partir du 22 juin. Ce nouveau dispositif prévoit un premier test 48 heures avant le départ, en prenant l'hypothèse que la personne testée reste confinée pendant ces 48 heures, ainsi que durant son voyage. Puis une septaine, ou une quarantaine de 7 jours, qui sera observée par l'arrivant avant un nouveau test PCR. Les 7 jours suivants seront allégés si la personne est testée négative à la Covid, précise la ministre. Le Premier ministre a été confiant. Il a montré que les territoires ultramarins seraient ouverts au tourisme affinitaire cet été. Un dispositif souhaité par de nombreux élus et acteurs socio-économiques, qui n'a pas encore été validé par le conseil scientifique qui assiste le gouvernement dans la crise sanitaire. De plus, il faudrait qu'un décret puisse imposer l'obligation d'un test préalable à l'embarquement, base juridique que nous n'avons pas aujourd'hui, a reconnu la ministre. Ceci dit, le premier frein n'est pas du côté du gouvernement, a précisé la ministre des Outre-mer. Il est davantage dans les territoires. Il faut qu'on travaille sur la confiance des populations, leur donner confiance sur les capacités sanitaires locales à gérer le virus, pour sauver les meubles en matière touristique, notamment le tourisme affinitaire, a-t-elle déclaré lors de son audition samedi 31 mai. À savoir, le tourisme affinitaire, c'est auprès de connaissances ou de proches. Elle a tout de même indiqué que la sécurité sanitaire des territoires sera la priorité, ne manque pas de préciser Freedom. Un dispositif qui a suscité l'incompréhension dans le domaine hôtelier et qui risque d'avoir des effets désastreux sur les acteurs du secteur touristique, selon le président de l'UMIH, Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Quel touriste va en vacances pour passer 7 jours en confinement ? A-t-il soulevé sur le plateau d'Antenne Réunion. Effectivement, pour qu'un tel dispositif puisse se faire, il faudrait un peu plus que les 2 semaines de vacances, ce qui n'est pas accessible à l'ensemble de la population, même consommatrice de tourisme. En actualité en France, ça s'est passé près de chez vous. Alors que le monde a les yeux tournés vers les États-Unis et le meurtre de l'Américain George Floyd, qui depuis sa mort est devenu à travers le monde le symbole du racisme systémique et des violences policières. Cette affaire a provoqué une pluie de manifestations dans le pays et un peu partout dans le monde. Ainsi, depuis plus d'1 semaine, ces manifestations gagnent de l'ampleur et se multiplient, principalement aux États-Unis. Une mobilisation qui a été suivie à La Réunion, comme en France. Des rassemblements ont eu lieu le mardi 2 juin dernier. À Saint-Denis de La Réunion, mardi soir, des centaines de personnes ont marché silencieusement. Les Réunionnais ayant eux aussi tenu à sortir de leur silence en se rassemblant mardi soir dans les rues de Saint-Denis. Vêtus d'un t-shirt noir et bougies à la main, tous ces citoyens se sont mobilisés contre le racisme et les violences policières à la suite du meurtre de George Floyd. Indignée par la vidéo, la porte-parole du rassemblement estime qu'à La Réunion, comme partout dans le monde, ça doit se faire. Il faut sortir du silence, a-t-elle expliqué, invitée aux 19h de Réunion la première.
Un rassemblement qui s'est fait en toute légalité et qui a reçu l'aval de la préfecture. Après avoir quitté leur point de départ, le jardin de l'État, ils se sont dirigés vers le bar à choix, où certains ont plié le genou au sol et levé le poing, tout en gardant 1 minute de silence. Des gestes et symboles forts en soutien aux victimes et qui ont été repris ces derniers jours dans le monde entier, par les manifestants américains, certains policiers, mais également par des footballeurs. Les manifestants, ayant jugé les photos publiées par Réunion la Première, ont un peu oublié quelques gestes barrières dans la lutte contre la Covid-19, notamment la distanciation physique. Le ploiement de genoux est un geste de protestation contre les violences raciales et sociales faites aux Afro-Américains. En 2017, le président Donald Trump critiquait, ou plutôt insultait, précise 20 minutes, les joueurs qui osaient faire ce geste en guise de contestation, suggérant aux amateurs de boycotter les équipes dont les joueurs ne respectent pas l'hymne national. Le poing levé n'est pas non plus récent comme symbole. Il nous vient des Jeux Olympiques de 1968 de Mexico, année qui connut l'assassinat de Martin Luther King. C'est un clin d'œil aux 2 athlètes afro-américains, Smith et Carlos, qui levèrent le poing ganté de noir durant l'hymne national américain. Pour ce geste, les 2 athlètes ont été exclus à vie des JO et, selon leurs témoignages, ont reçu un certain nombre de menaces de mort. Bref, on s'éloigne. 50 ans plus tard, ces symboles de protestation silencieuse prouvent encore qu'ils ont marqué durablement le monde et pas que le sport. Cette mobilisation réunionnaise a également été organisée pour faire écho à la manifestation parisienne du collectif Vérité pour Adama, qui a rassemblé, mardi, plusieurs milliers de personnes à Paris. Adama Traoré est également décédé à la suite d'une interpellation des gendarmes en 2016. Le rassemblement était cependant non autorisé par les autorités, précise Réunion la Première. La mort de George Floyd aux États-Unis le 25 mai dernier a réveillé les blessures des Noirs américains, encore meurtris par les décès de membres de leur communauté, comme Trayvon Martin, Michael Brown ou Eric Garner, qui le 17 juillet 2014, à New York, avait prononcé les mêmes derniers mots que George Floyd le 25 2020 à Minneapolis, ou que Adama Traoré, selon Le Monde, dans leurs langues respectives, à savoir « I can't breathe », traduit par les Français par « je ne peux pas, je ne peux plus respirer ». Tous ceux cités précédemment sont noirs, tous victimes d'une brutalité policière largement dénoncée. Des blessures qui trouvent un écho dans d'autres sociétés, notamment en France, où le racisme est régulièrement pointé du doigt, nous explique Réunion la Première. Selon les témoignages, certains se sentent comme des citoyens de seconde zone, un sentiment largement partagé, notamment chez les ultramarins vivant sur le continent. Mardi 2 juin, c'est au moins 20 000 personnes qui ont bravé l'interdiction de manifester et ont répondu à l'appel du collectif Vérité pour Adama Traoré. La manifestation était attendue, même si interdite en début d'après-midi par la préfecture de police. Elle n'a pas été interdite pour son objet, mais pour des raisons sanitaires, a expliqué la porte-parole du gouvernement. Selon des propos rapportés par Le Parisien, les forces de l'ordre ont néanmoins laissé le rassemblement se faire pour éviter les cortèges sauvages. Mais la vague a été inattendue par son ampleur, sa détermination, sa colère sourde contre l'injustice. Malgré l'encadrement très serré des forces de l'ordre, des heurts ont été à déplorer. En fin de manifestation, il y a eu des événements condamnables et tout à fait regrettables. Les forces de l'ordre sont intervenues avec mesure, a estimé la porte-parole du gouvernement. Après 2 heures de rassemblement dans le calme, un face-à-face contenu de chaque côté, des incidents ont en effet éclaté et le parvis du tribunal, où s'étaient réunis les manifestants, s'est peu à peu vidé de ses occupants, en même temps qu'il se remplissait de gaz lacrymogène. Tandis que les vélib et les trottinettes étaient mis en place et brûlés pour servir de barricade. Tout le secteur de la manifestation s'est fait le théâtre de heurts qui ont duré jusque tard dans la soirée. Et 18 personnes ont été interpellées, a annoncé mercredi matin la préfecture de police à l'agence France Presse. La violence n'a pas sa place en démocratie, a tweeté le ministre de l'Intérieur. Rien ne justifie les débordements survenus à Paris, alors que les rassemblements sur la voie publique sont interdits pour protéger la santé de tous. À Lille, quelques 2500 personnes ont manifesté dans le calme, plusieurs centaines à Marseille et à Lyon. Le ministre de l'Intérieur, interrogé un peu plus tôt dans la journée à l'Assemblée nationale à propos du cas d'un adolescent de Bondy, Gabriel, blessé sérieusement à l'œil quelques jours auparavant, lors de son interpellation pour tentative de vol de scooter, avait défendu les forces de l'ordre. Il y a une police républicaine qui, dans ce pays, protège les femmes et les hommes de tout,
y compris du racisme. Il y a une police républicaine qui est engagée jour et nuit pour la sécurité des citoyens. Le ministre a fait valoir que le gouvernement combattait le racisme avec force sur tous les fronts, chaque fois que c'est nécessaire, d'après des propos rapportés par Le Monde. Bref, revenons au rassemblement de mardi dernier. Ces rassemblements se sont déroulés le jour où une nouvelle contre-expertise réalisée à la demande de la famille Traoré était rendue publique, et dont les conclusions sont venues contredire celles d'une expertise médicale révélée 4 jours plus tôt, qui écartait la responsabilité des 3 gendarmes dans la mort du jeune homme de 24 ans. C'est une vraie course contre la montre, autant qu'une bataille de communication. Cette contre-expertise a été demandée alors que la justice a fait savoir qu'elle s'apprêtait à clore l'instruction sur l'affaire Traoré. Les parties civiles ont encore 10 jours pour demander au juge d'instruction d'ordonner une nouvelle contre-expertise. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à consulter le journal Le Monde qui suit cette affaire de près. Culture. Instagram a trouvé le remède contre le racisme. Mardi 2 juin, des milliers de personnes ont posté un écran noir sur Instagram pour s'élever contre le racisme. Un geste qui s'est répandu dans le monde entier en soutien à la mort de George Floyd. L'initiative est d'abord venue du secteur musical. 2 salariés et ES de Atlantic Records créent le compte Insta The Show Must Be Paused. Soulignant le fait que la musique est une industrie qui génère des milliards de dollars et qui a profité de manière prédominante de l'art noir, ces 2 femmes appellent leur père à cesser toute activité le temps d'une journée, soit le 2 juin, pour réfléchir, apprendre et avoir des conversations difficiles avec vos familles, amis et collègues, ont-elles posté. L'idée était de remplir les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram avec des carrés noirs et de consacrer ce temps habituellement consacré aux réseaux sociaux pour s'instruire, notamment sur le mouvement Black Lives Matter. Le mouvement a vite été suivi par des acteurs majeurs de l'industrie musicale, tels que le label de hip-hop Def Jam ou la plateforme de stream Spotify, ou encore des gros labels comme Sony ou Columbia. De nombreuses personnalités ont relayé cette initiative devenue hashtag Blackout Tuesday, dont Marion Cotillard ou Rihanna, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey. Cette dernière en a profité pour rappeler que des élections avaient lieu le même jour dans de nombreux États et a conclu par ce simple mot : voter. Dans l'après-midi, beaucoup de posteurs avaient retiré leur post en soutien et ont choisi de rester muets sur les réseaux sociaux. En choisissant de ne rien poster, à part cet écran noir, beaucoup considèrent que c'est faire de la place à des questions autres que leur post habituel et ainsi de redistribuer l'attention des internautes vers des questions de société plus importantes. Et c'est la fin de ce journal, merci d'avoir été à l'écoute d'ACB. On se quitte comme d'habitude en musique avec le morceau Blackboard Jungle Dub des Upsetters, le band qui bosse avec Lee Scratch. Un morceau qui a inspiré le sound system français Blackboard Jungle, qui pourrait être inspiré par le film de Richard Brooks du même nom datant de 1955, qui a révélé Sidney Poitier, qui fut le premier acteur afro-américain à être oscarisé. Mais là, on vous met du Upsetters, ça date de 73, bonne écoute et bonne journée sur Radio ACB. Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble.